Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, le débat, on parle du fisc qui est, vous savez qu'il y a la loi de finances qui est en discussion, qui va être en discussion à l'Assemblée. Le fisc exploite déjà un certain nombre de données pour traquer les fraudeurs, mais pour l'instant, le fisc n'est pas autorisé à scruter les réseaux sociaux. La loi de finances donc prévoit d'autoriser le fisc à passer au crible les contenus publiés sur Internet. On en parle avec vous, Anne Guyot-Velque. Bonjour, vous êtes porte-parole de Solidaires Finances Publiques et également Antoine Chéron, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles, spécialisé dans la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies. Alors, Anne Guyot-Velque, déjà, aujourd'hui, le fisc a la possibilité d'aller regarder, d'aller explorer ou pas ce qu'on fait sur les réseaux. Alors, il y a comment s'organise un contrôle, parce que c'est comme ça que ça commence. Ça devrait commencer. Un contrôle, il démarre par, on va dire, un déséquilibre, par exemple, entre le revenu, le patrimoine et un niveau de vie, où on constate, on a une donnée qui nous est par exemple, un salaire qui n'est pas déclaré ou un revenu foncier qui n'est pas déclaré. Donc, on fait un contrôle de ce qu'on appelle un contrôle de cohérence, et en fonction de cette incohérence, on va plus loin dans l'enquête pour faire ce qu'on appelle de la programmation. Donc, corroborer certains faits, effectivement. Alors avant, on le faisait quelquefois par la presse, la presse, etc. Là, Facebook. Alors après, pour nous, c'est pas un moyen. C'est pas ça qui détermine une programmation. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer votre vie devant les réseaux sociaux en disant tiens, celui-là, il pose devant une Ferrari, c'est quand même bizarre. Non. On exploite d'abord des incohérences de données purement chiffrées, etc. Et après, si on n'a pas assez d'éléments, on essaye de trouver d'autres faisceaux d'indices. Mais on a toujours, nous, la preuve d'abord de porter le manquement ou l'évitement de l'impôt. Donc il faut que, c'est pas Facebook qui va nous dire, on peut pas porter ça en disant Facebook et vous avez 40 000 euros. Pourquoi est-ce que le ministre Gérald Darmanin a fait beaucoup de publicité autour de cette innovation? Est-ce que c'était nécessaire? Alors, M. Darmanin communique beaucoup en termes de contrôle sur les nouveaux outils numériques, entre autres, pour dire qu'en gros, on n'a plus besoin de moyens humains pour faire du contrôle fiscal. Maintenant, les algorithmes sont plus efficaces que le contrôle humain. Pour l'instant, on est loin de cette réalité-là, parce que derrière l'exploitation de données, il faut encore une analyse technique que l'humain, que le contrôleur ou l'inspecteur des impôts apporte. Et en fait, c'est pour aussi dire qu'on n'a plus besoin de grand monde dans notre administration qui subit depuis un certain nombre d'années, encore dans la loi de finances là, des suppressions d'emplois. Alors Antoine Chéron, pour vous, c'est une atteinte aux libertés, cette mesure? Oui, c'est liberticide. En fait, ce qui se passe, c'est que l'administration fiscale a inversé la donne. C'est qu'avant, l'administration fiscale allait chercher l'information. Là, véritablement, avec un algorithme sur lequel l'État va investir 20 millions d'euros, cet algorithme va aller chercher les informations qui sont librement accessibles sur les réseaux sociaux et va permettre leur analyse. Donc on a un changement de méthode de travail. Et véritablement, nous, ce qui est véritablement problématique, c'est l'atteinte aux libertés fondamentales. C'est-à-dire que véritablement, tout ce qui est liberté d'expression, tout ce qui est liberté d'opinion, va se retrouver un peu mis à mal par cette crainte que vont avoir... Qu'est-ce que le fisc en a à faire de votre liberté d'opinion et de liberté d'expression? Ce qu'il recherche, c'est de savoir s'il y a un décalage entre les photos que vous postez, le niveau de vie que vous affichez. C'est pas l'opinion, l'opinion. Oui, mais personnelle. en fin de compte, ce qui est problématique dans cet renversement de la méthode de travail, c'est que vous allez collecter en masse des données et la base de données que va avoir l'administration fiscale va être conséquente. Pardon de vous interrompre, c'est un petit peu l'inverse de ce que disait Madame Guyot-Velque, à savoir on fait un contrôle, on déclenche un contrôle sur une incohérence. Et après, les réseaux sociaux et peuvent être des données supplémentaires. Vous êtes en train de dire qu'on va procéder à l'inverse. Oui, ça va être l'inverse. En fait, l'algorithme va aller chercher l'information, il va détecter une incohérence, et ensuite l'administration va être alertée, et ensuite elle va réaliser le contrôle fiscal. En fait, vous avez une inversion de la donne. C'est l'algorithme qui va aller chercher l'information et la donnée de masse. Et c'est pour ça que la CNIL est assez réservée là-dessus, parce que évidemment, elle dit qu'en termes de collecte de données... Atteinte au droit, au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel. Exactement, et la loyauté.
Est-ce que la personne sur laquelle vous allez collecter la donnée a donné son consentement à ce qu'on puisse la collecter? Évidemment, les fraudeurs vont jamais aller consentir à une quelconque collecte de leurs données sur leurs réseaux sociaux. Oui. Qu'est-ce que vous répondez Oui, Madame... après, alors effectivement, on a une administration où, on va dire, les outils du numérique permettent d'avoir un certain nombre de données. Des données, on en a toujours eu. Par contre, on est une administration qui est liée au secret professionnel. Donc l'administration ne fera jamais état, ne mettra pas sur la place publique le niveau de vie de quelqu'un qui est contrôlé. Après, là où je pense qu'on peut se rejoindre, c'est qu'il faut assurer une sécurité de ces données. Et tant qu'on reste une administration, on va dire, d'État, ces données sont sécurisées par le fait qu'on soit lié au secret professionnel, dans nos règles de fonctionnaires et de nos règles de déontologie. Aujourd'hui, on est quand même dans une administration sur laquelle on a un certain nombre de doutes sur l'avenir, sur l'intégrité de nos missions et qu'elles restent dans notre sphère, on va dire, fonction publique. Le jour, par exemple, où ces données sont gérées par un autre organisme, est-ce que cette sécurité sera toujours celle-ci? Et après, il y a une réalité, on va dire, technique aussi. La sécurité des données n'est jamais du 100%. 100%, voilà. Antoine Chéron. Alors oui, il y en a un problème sur la sécurité des données. Pourquoi ? Parce que les ministères sont hackés en permanence. On le voit que les hackers ont accès aux bases de données des différents ministères, que ce soit Bercy, que ce soit le ministère de l'Intérieur. Ils se font un malin plaisir pour aller hacker ces bases de données. Et nous, ce qui nous fait peur, c'est cette méga base de données. Le fisc a accès déjà à 20 fichiers, qu'ils soient les comptes bancaires, que ce soit le bornage, parce qu'aujourd'hui, ils savent exactement où vous êtes, le contrôle des cartes bleues, puisqu'ils savent exactement quel moyen de paiement vous allez, si vous utilisez votre carte ou pas. Ils savent en termes de consommation d'énergie, pour faire des contrôles, à savoir si vous êtes en France ou pas, ils savent exactement si vous consommez de l'énergie dans votre foyer. Et aujourd'hui, on va leur donner des données relatives à la vie privée. Donc, on va avoir des données extrêmement importante, et ce qui gêne, c'est qu'il n'y a aucune garantie aujourd'hui, quelle qu'elle soit, en termes de sécurité. Donc véritablement, là, à mon avis, il y a une faille. Mais à partir du moment où vous vous affichez sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous mettez en photo sur votre yacht ou devant une voiture de luxe ou en voyage, c'est-à-dire que le fisc va savoir que vous êtes parti, n'importe quoi, à Tahiti, vous le mettez vous-même, vous mettez sur un espace. Alors, numérique, c'est aussi le danger. On a un problème aujourd'hui de cette définition, de cette terminologie de la loi de finances accessible au public. Est-ce que si par exemple votre compte est ouvert et que vous présentez avec plusieurs voitures de sport alors que véritablement vos moyens ne le permettent pas, c'est une chose. Maintenant, si votre compte, par exemple, vous avez 20 000 abonnés, votre compte est fermé, mais d'une certaine manière ouvert au public, puisque vous avez un certain nombre d'abonnés qui sont dans votre réseau social, est-ce que là, la loi permet à l'administration fiscale d'aller collecter des données, sachant qu'il est dans une certaine mesure accessible au public, puisqu'on a un certain nombre de personnes derrière. Donc nous, c'est cette définition où on a un peu de mal avec cette terminologie accessible au public. C'est ça, c'est toute la nuance. Dans quelle mesure il est accessible au public? Parce que là, véritablement, avec la loi de finances 2020, dites-vous bien que toutes les personnes véritablement qui ont compris l'objectif de la loi de finances vont véritablement fermer leur compte de manière ultra sécurisée. Donc ça veut dire que maintenant, l'administration fiscale... Les vrais gros fraudeurs... Exactement. On les prendra pas. Exactement. Non. Donc là, ils vont véritablement ultra confidentialiser leur compte. Donc maintenant, l'administration fiscale va me dire comment elle va pouvoir rentrer dans ces espaces ouverts ou semi-ouverts au public pour aller collecter des données. Anne Guyovelc, on va sourire. Oui, parce que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Alors, les données, effectivement, on en a. Après, il faut savoir qu'on est lié à ce qu'on appelle le livre de procédure fiscale. On n'entame pas un contrôle comme ça. On est tenu, et heureusement, par un cadre légal. Donc, à chaque fois, on a des procédures. Les données, par exemple, si elles nous sont accessibles, il faut qu'on amène toujours la preuve. C'est toujours à nous d'apporter la preuve de ce qu'on constate dans l'évitement de l'impôt. Après, c'est effectivement, alors j'entends les difficultés entre l'accessibilité publique et les comptes, on va dire, limités des contribuables, mais ce n'est pas les réseaux sociaux ne sont pas une arme contre l'évitement de l'impôt, sinon ça serait... Et puis après, effectivement, les fraudeurs, les vrais fraudeurs, parce que après on a les fraudeurs et puis ceux qui font des erreurs. Enfin, ça arrive aussi. La loi fiscale est assez complexe pour prendre en compte un petit peu tout ça. Donc au bout d'un moment, c'est assez
pour nous, c'est pas un moyen. Effectivement, nous, on constate qu'on a de plus en plus de données. On a une cellule qui fait travailler l'ensemble de ces données. On exploite des listes et on constate pour le moment, parce qu'entre on va dire la théorie et la pratique, que ces listes n'apportent pas de plus à ce que la programmation faisait, ce qu'on appelle nous la programmation de terrain, la connaissance du terrain. Ces listes-là, pour l'instant, ne nous donnent pas un delta de plus et les résultats du contrôle fiscal cette année sont encore en baisse. Donc voilà. Alors on pourrait se dire, on a de plus en plus de données, mais à un moment donné, si on n'a pas les moyens et notamment humains pour exploiter ces données, tout ça reste très relatif. Parce qu'il y a déjà des contrôles qui sont effectués. Je pense à Airbnb, ça, pour le coup, on voit que la mairie de Paris, si on parle de Paris, a accès à ça. Non. Donc, oui, et surtout, je pense que c'est un effet d'annonce, comme disait Madame, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la fraude fiscale en France, c'est 100 milliards d'euros. Donc, et on sait aussi que depuis 4-5 ans, le résultat des contrôles fiscaux baisse progressivement chaque année. Donc il y a effectivement un effet d'annonce. Il fallait donner... C'est-à-dire quoi, les Français sont plus honnêtes ou les fraudeurs sont plus malins? C'est ce que disait Madame, il y a de moins en moins de moyens humains pour réaliser les contrôles fiscaux. Donc en fait, le fraudeur est laissé dans une certaine mesure à une plus grande latitude, une plus grande... c'est plus facile pour lui. Ouais. Exactement. Donc en fin de compte, c'est ça la problématique. Donc l'algorithme... coût estimé à plancher 20 millions va permettre justement de croiser des données beaucoup plus facilement. Et ce que espère le ministre, c'est évidemment avoir un coût humain moindre pour pouvoir permettre ces contrôles. C'est effectivement l'équation, c'est celle-là. C'est celle-là. Ce que vous disiez aussi, ce que vous disiez aussi, c'est que maintenant le deuxième volet de la loi de finances, c'est effectivement les plateformes Internet. Aujourd'hui, le ministère se sont rendu compte qu'on avait énormément de plateformes, en tout cas plus de 270 plateformes type Airbnb sur le territoire français. Donc 70% des plateformes sont sur le territoire français. Donc ce que veut le ministre, c'est évidemment que les revenus dans une certaine mesure, soient automatiquement communiqués à l'administration fiscale pour que véritablement il y ait une taxation qui puisse rentrer en jeu. Mais là, c'est un petit peu différent, non? Là, c'est ces plateformes qui échappent au fisc, mais c'est pas de la collecte de données à proprement parler. Ils collectent des données, mais ce qui intéresse surtout, mais vous me confirmerez, mais ce qui intéresse surtout l'administration fiscale, c'est ces fameux revenus accessoires ou principaux, mais en tout cas, c'est quand on vend sur le Bon Coin ou sur des plateformes comme celle-là, c'est ça, c'est des revenus non déclarés au fisc. Et qui, on va dire que pas de façon systématique. Il y a des gens qui sont tout à fait honnêtes, qui passent par Airbnb ou d'autres plateformes, par exemple les revenus fonciers liés à Airbnb. Certains vont les déclarer. Après, ce qui avait été demandé à Airbnb, notamment, c'est qu'ils invitent les loueurs dans Airbnb de déclarer leurs revenus et que nous, on puisse corroborer. Mais ça, ça a toujours existé. Par exemple, quand vous faisiez de la location, on avait, via les notaires, etc., les administrateurs de biens, on avait déjà ces données-là qu'on recoupait, alors de façon matérielle pour le coup. Mais là, c'est effectivement un nouvel outil sur lequel les gens, qui donne un revenu supplémentaire qui peut être déclaré ou ne pas être déclaré. Et à un moment donné, notre rôle, nous, c'est d'assurer que tout le monde soit taxé en fonction des revenus qu'il a. Mais est-ce que c'est pas normal que l'administration fiscale s'adapte aux nouvelles technologies aussi? J'entends ce que vous dites, Antoine Chéron, sur les dangers, les risques d'atteinte aux libertés individuelles. Maintenant, les réseaux sociaux, les sites marchands sont une nouvelle donnée aussi, qui est un moyen d'échapper au fisc. Oui, bien sûr. Donc l'administration doit s'adapter aussi aux nouvelles technologies. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut que ça se fasse dans un cadre légal. Ce le sera, non? On peut imaginer que... On a un règlement européen qui a été promulgué il n'y a pas si longtemps sur la collecte de données personnelles. Je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure de ça. Maintenant que l'administration se modernise et qu'elle use de moyens beaucoup plus faciles et beaucoup plus automatique, c'est pas forcément, ça va pas dans le mauvais sens. Agnès demande qui va payer ces 20 millions. C'est l'État qui va, le 20 millions que va coûter c'est un investissement de l'État qui permettra on sait combien le gouvernement, ils espèrent récupérer. Non. Alors après, c'est un investissement et moi je trouve que l'investissement public est toujours de bonne aloi. Après, cet investissement, il est aussi financé par les suppressions d'emplois. En fait, dans la loi de finances,
la suppression, nous on va prendre 4800 suppressions d'emplois d'ici la fin des quinquennats, ça permet aussi de faire financer ces 20 Sauf millions. que l'efficacité, pour l'instant, il n'est pas au rendez-vous. On est très loin ça fait 3-4 ans que là, on a une mission qui travaille sur ces données, on va dire, via les nouveaux outils. Et pour l'instant, l'efficacité n'est pas au rendez-vous parce que, comme monsieur le disait, les résultats du contrôle fiscal ne sont pas à la hauteur de la fraude. Est-ce qu'il y a... Je suis un peu d'accord avec ça. Je suis un peu d'accord. Effectivement, aujourd'hui, on pense qu'il y a tout un mythe autour de l'intelligence artificielle parce que l'administration fiscale met le pied dans ce qu'elle veut être l'intelligence artificielle au niveau fiscal. Donc, il y a un mythe entre se dire que l'intelligence artificielle collectera des données, croisera les données, voire même organisera le contrôle fiscal et la suppression de ce que dit madame, de 4500 postes, qui est quand même assez conséquent. Oui, c'est assez conséquent. Est-ce que cet amendement a des chances de passer ? Avec l'avis défavorable de la CNIL, mais ce n'est qu'un avis, encore une fois. Après, on sait comment se passent les... Je veux dire, pour l'instant, la majorité à l'Assemblée nationale est du côté du gouvernement. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de rejet de quelle que soit la nature de la loi de la part de l'Assemblée nationale. Après, qu'il y ait des amendements peut-être portés par certains, c'est possible. Oui, donc le Bercy dit qu'il ne s'agit que d'une expérimentation censée durer 3 ans. Un rapport sera rédigé, etc. Et Éric Woerth a dit les expérimentations, de toute façon, sont le plus souvent prolongées. Et pour le coup, M. Woerth, c'est très au fait du sujet parce que c'est une réalité. Les expérimentations se généralisent de façon... Après, je pense qu'il dans le cadre de la loi, c'est qu'il y ait un rendu fait à l'Assemblée nationale sur l'utilisation des données. Déjà, ça pourrait être une première garantie que pourrait offrir... Et comment se protéger quand on c'est publier le moins de choses possible sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Mais c'est confidentialiser Antoine tout. Chéron. Et puis, par exemple, pour les plateformes de e-commerce, malheureusement, les citoyens ou les internautes vont aller sur des plateformes étrangères. Donc on ne sera pas plus à l'abri, si. Et la déclaration de revenus n'étant pas sur le territoire français, ils ne seront pas obligés de déclarer les revenus. Donc le fraudeur aura tout trouvé le moyen de détourner la loi fiscale française. Merci à tous les deux. Merci. On va suivre ça avec intérêt. Merci d'être venus ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. On va évidemment revenir sur ce droit de retrait ou cette grève. C'est selon. On en parle avec vous. 0826 300